Origine. Le choix de cette image nous est venu du fait de sa qualité intemporelle et le charme de sa double vie. En effet, en regardant ce tableau, nous voyons non seulement les ruines, mais nous imaginons également ce qu'elles ont pu être dans des temps antérieurs, ce qui montre le mouvement perpétuel et ininterrompu de la vie. Il est vrai que l'on ne sait et ne saura jamais ce que nous réserve le passé. C'est ce qu'a découvert Jacob Smith quelques instants plus tôt. D'origine anglaise, Jacob Smith, égyptologue passionné, s'était trouvé un lien entre ses ancêtres et les Égyptiens. Il appartenait à cette catégorie de personnes qui étaient obsédées par son travail. Il remua ciel et terre, cherchant à n'en plus finir pour arriver à un résultat, trouver la terre de ses ancêtres. Ce n'est qu'après la vérification de ses recherches qu'il s'exalta, s'enflamma, explosa de joie, ne tenant plus en place car il avait résolu l'énigme du siècle. Il avait enfin trouvé où se situait la terre ancestrale, tant attendue sur une île perdue. Le bourdonnement de l'avion me donnait mal à la tête. Je ne pensais plus, j'étais concentré sur mon seul et unique objectif, retrouver la terre de mes ancêtres. C'est pour cette raison que j'étais dans ce maudit avion, survolant la mer. Le moteur poussa au décollage et l'hélice se mit à tournoyer lentement avec un crachement de fumée. Comme à mon habitude, j'étais seul dans ce vieil avion que j'avais acquis grâce à l'héritage de mon père, avec mon chien Jericho, un berger allemand aux poils dorés, qui m'avait suivi dans la majorité de mes aventures. L'avion, tout comme mon chien, étaient mes deux seuls compagnons dans des longs voyages où la solitude pouvait parfois devenir pesante. Reprenant mes esprits, je m'aperçus que j'approchais du but. Je commençai à ralentir pour regarder autour de moi où se trouvait l'île. Je ne la vis pas. Je cherchais et cherchais encore jusqu'à épuisement, mais ne la trouvais pas. J'avais été tellement absorbé par cette quête que j'en oubliais le niveau du carburant qui était déjà fort bas au décollage. Je ne le remarquai que trop tard. Mayday, Mayday, ici l'avion AZQR42, répondez-moi. En essayant de garder mon calme, personne ne répondait. Un grand silence s'ensuivit. Mayday, Mayday, répétai-je. Après avoir mûrement réfléchi, je me mis à chercher un endroit pour un possible atterrissage. Tout à coup, un bruit métallique se propagea dans l'avion. Je tapotai sur la carlingue pour comprendre ce qu'il se passait. C'était l'aileron de la machine qui s'était enlevé. Il ne manquait plus que ça. Il aurait vraiment fallu que je le vende, ce vieux Piper. Si seulement j'avais écouté mon cher ami M. Grego. Je me maudis de ne pas avoir écouté les conseils avisés de mon camarade. Avant même que je ne prononce un mot, l'avion trembla si fort que je m'attendis à le voir se disloquer davantage avant l'atterrissage. Puis je commençai à tourner sur moi-même. Je tournais et tournais encore à non plus m'arrêter. Je ne pouvais plus rien contrôler. Dans ma frustration, j'arrachai par inadvertance le manche de mon avion. J'étais pourtant près d'arriver sur l'île quand l'avion piqua du nez. Je me cramponnai sur mon siège. J'eus à peine le temps de maudire ma propre incompétence que ma tête aussi se mit à tourner. Je ne comprenais plus rien. Tout se passait trop vite pour moi, beaucoup trop vite. J'eus juste le temps de voir une île sortir du néant avant de m'écraser dessus. C'est ainsi que je me retrouvai dans un endroit qui m'était totalement inconnu et dont l'existence même ne m'avait pas été permise de connaître jusqu'à ce jour. Il me semble judicieux d'affirmer que personne ne croira à mes péripéties. Cependant, je me dois de les narrer tellement celles-ci sont inimaginables. Soudain, je me réveillai dans une pièce resplendissante. La lumière, entrant par la fenêtre, m'éblouit à mon réveil, mais, commençant à m'y habituer, je remarquai que Jericho était absent, contrairement à son habitude, mais que je n'étais pas seul. En effet, des personnes d'un autre temps étaient présentes autour du lit. L'une d'elles, une grosse femme, entama la conversation ainsi. « Monsieur le baron va-t-il mieux aujourd'hui ? Vous nous avez fait très peur hier. » Essayant de répondre, je ne savais pas de quelle personne cette femme parlait. Je sentais que ma bouche ne voulait pas répondre à mon cerveau et qu'elle restait désespérément close. À la suite de ce constat, je me rendormis comme assommé par un objet invisible. À mon réveil, une autre découverte me stupéfia, la grandeur de la chambre. Celle-ci était immense, digne d'un pharaon. Je m'assis dans le lit et la lumière divine me cloua sur place. Cette fois, celle-ci ne provenait non pas du soleil, mais d'une jeune femme dont la beauté ne pouvait provenir que du ciel, qui se trouvait en face de moi. Elle m'accorda juste un regard et l'air choqué s'enfuit de la pièce.
C'est là qu'arriva de nouveau la grosse femme. Elle me reposa la même question, et, content de pouvoir enfin parler, je lui répondis. Vous devez me confondre avec une autre personne. Je ne suis pas baron, mais juste archéologue. Elle s'éloigna vers un homme qui devait être médecin, et je l'entendis dire que mon cas semblait pire qu'il ne le pensait, puis ils s'en allèrent et je ne pus entendre le reste de la conversation. Alors, me sentant en pleine force, je me levai, et malgré le fait que cela ne se fasse pas, je commençai à visiter les lieux. Tout d'abord, je suivis un long et majestueux couloir qui m'emmena dans un salon du Moyen-Âge, dont les murs étaient recouverts de têtes d'animaux empaillés, probablement issus de la chasse. Il y avait des sangliers, des bois de cerf et une tête d'ours dont les yeux paraissaient refléter la vie. Il me fut difficile de quitter ce lieu d'un autre temps, aussi énigmatique qu'une pyramide. En me retournant, j'aperçus une ombre se glisser derrière la porte. Je me dirigeai vers la sortie et vis quelqu'un tourner au bout du corridor. Je me pressai pour le rattraper, mais une fois à l'angle, il n'y avait plus personne. Cette course m'a entraîné en face d'une gigantesque entrée. J'appuyai sur la poignée et je sentis que la pièce n'était pas verrouillée. Alors, curieux, je décidai d'y pénétrer en douceur tout en vérifiant que je n'étais pas surveillé. Devant moi se dressa alors d'immenses étagères remplies de livres de bas en haut, et toutes ayant l'air aussi vieux que le monde. Il était impossible de les compter tellement il y en avait. Tandis que je commençais à en feuilleter quelques-uns sur une table présente au milieu de la salle, on me tapa sur l'épaule par derrière. Et en me retournant, je vis une vieille dame qui m'embrassa comme si j'étais son fils, heureuse de me voir en bonne santé. Je l'informai qu'elle se méprenait et que je n'étais en aucun cas son fils adoré. Elle ne me crut pas et pleura tout en continuant de m'enlacer. « Oh, mon fils est fou, mon fils est fou !» Et elle tomba de sommeil dans mes bras. Je l'emmenai dans la chambre où je m'étais réveillé, afin de la coucher dans le lit, et, en chemin, je rencontrai la femme de chambre qui s'exclama. « Je vous cherchais partout, tout le monde s'inquiétait. Pourquoi avez-vous quitté votre chambre tout seul ? Dans l'état où vous êtes, ce n'est pas recommandable. » Ne comprenant rien, je la suivis jusqu'au salon où une demi-douzaine de personnes étaient déjà présentes. Ils discutaient entre eux, mais se turent subitement lorsqu'ils me virent entrer. On leur avait dit que j'étais fou et cela les répugnait. Ayant l'ouïe très développée, j'avais entendu de la porte que les médecins les avaient informés qu'il fallait se comporter comme d'habitude pour que je guérisse de mon mal. Je m'assis à une chaise, ne comprenant toujours pas ce qui m'arrivait, et ayant pour seul désir de retourner à mon avion. Les personnes qui m'adressaient la parole employaient à chaque fois le terme de baron. Le repas n'appartenait certes pas au présent. En effet, il aurait pu être celui du temps de mes ancêtres lointains. Il y avait des paons, des cygnes, des faisans, et même des hérissons et des tortues. Je me demandais si je rêvais d'avoir remonté le temps, puis me dis que cela est normal dans un lieu aussi éloigné du continent de manger avec ce que l'on a. Après le dîner, je continuai mon excursion et arrivai sur le balcon ovale au bout de la maison. C'est là que je compris pourquoi la maison était si grande. En fait, j'étais dans un château, le bord de la mer, sur une petite île où je m'étais écrasé quelques jours auparavant. Ce château, d'une hauteur spectaculaire, et formé de 4 tours, ressemblait presque à un très grand manoir en face de l'immense étendue d'eau que j'avais survolée. À ce moment-là, je me sentis perdu dans l'espace et errer à la recherche de la terre. En effet, j'étais seul sur une île avec des hommes et des femmes inconnus et dans un lieu oublié de tous au milieu de l'océan. J'entendis une voix derrière moi. Surpris, je vis la belle jeune femme du matin qui s'approcha timidement vers l'étranger que j'étais. Elle me demanda pourquoi je me trouvais ici et prenait la place du baron. Ce qui fut bizarre est qu'elle ne semblait pas me voir comme le baron, contrairement à toutes les autres personnes, mais bel et bien comme j'étais. Je lui répondis alors que j'aimerais bien pouvoir répondre à ces questions moi-même. Ce fut à mon tour de l'interroger, et je la questionnai pour savoir si mon apparence était celle du baron. Elle répliqua que nous avions peut-être une petite ressemblance, mais que le baron était un homme gros et petit. Alors, si ce qu'elle dit est vrai, pourquoi tout le monde sauf elle me croit être le seigneur de ce château ? Je commençais à me douter qu'une chose étrange s'était produite qui m'avait ramené dans le corps d'un de mes ancêtres au Moyen-Âge. Mais, dans ce cas,
Quelle est la raison pour laquelle cette fille me voyait-elle réellement? J'avoue être très superstitieux pour m'imaginer une pareille histoire. J'aurais simplement pu croire que je rêvais. Mais pour moi, tout est possible, et le nombre de choses inexpliquées qui arrivent est assez important pour que j'aie raison. Après cette idée, tout me semblait clair. Le repas moyenâgeux, la chambre, les gens d'un autre temps. J'appris ce que je pensais à la fille qui s'appelait en fait Agathe, et celle-ci ne parut pas si étonnée que ça, et m'informa qu'elle avait entendu un jour son oncle, le baron, parler de faire venir un homme du futur pour pouvoir résoudre la quête dans laquelle ses aïeux et lui-même prenaient part depuis des générations. Elle dit: Ils n'ont jamais réussi à décrypter le message sur la pierre d'Olidex, et un sage avait dit: Ce qui était gravé sur cette pierre peut emmener vers un trésor d'une valeur inestimable. Cet homme du futur, c'est vous. Cette histoire finit de me persuader. Je me décidai de raconter toute cette histoire à toutes les personnes me prenant pour le baron. Toutes ne me croiraient pas, mais il fallait tout de même essayer. Alors que je me rendais à l'intérieur du bâtiment, je rencontrai une vraie foule d'hommes et de femmes, tous ceux que j'avais aperçus jusqu'à présent et qui me recherchaient. Ce fut une occasion en or pour leur dire à tous qui j'étais en réalité. Alors, je commençai ainsi. Je sais que vous me prenez tous pour un fou, mais l'homme que vous voyez devant vous n'est pas le baron. En effet, je ne sais pas comment cela s'est produit, mais je suis l'un de ses descendants revenus à votre époque. La raison semble être une quête que seul un homme ayant les connaissances de mon temps peut résoudre. Ainsi, je me mets à votre disposition si vous savez quoi que ce soit à propos de celle-ci. Je veux bien vous aider à trouver ce trésor. En fait, mes raisons étaient légèrement différentes. Je me disais juste que lorsque j'aurais trouvé cette fameuse richesse, je pourrais rentrer chez moi et revivre normalement ma vie. Après mon discours, je les vis tous effarés. Ils discutèrent entre eux pour savoir s'il fallait me croire ou si j'étais simplement fou. Mais je ne sus pour quelle raison miraculeuse. Ils me crurent tous, du moins, se disaient-ils peut-être qu'ils n'avaient rien à y perdre et que si j'étais le baron, il fallait qu'ils jouent le jeu pour la. Alors, un à un, ils vinrent me voir et j'appris beaucoup de choses au sujet de cette quête. C'est ainsi que je sus que la pierre d'Olidex était écrite en un langage inconnu des hommes de l'époque et que celui-ci était composé de dessins. Après ces informations, je leur demandai de me guider jusqu'à ce texte afin de voir s'il était dans mes capacités de le traduire. Un petit groupe se forma rapidement, et je fus entouré d'Agathe, de 2 gardes et de quelques hommes dont le médecin, qui n'était pas certain de mon histoire. Cependant, nous décidions de ne partir que le lendemain matin, au lever du soleil, car il était trop dangereux de marcher dans la forêt remplie de bêtes sauvages en pleine nuit. Je suppose que vous pouvez vous imaginer à quel point j'ai passé la plus longue nuit blanche de toute ma vie. Le matin, après un petit déjeuner copieux, fait par mes soins, afin qu'il corresponde à mon époque, le départ est annoncé. Bien sûr, il a fallu faire des réserves de nourriture que nous emportions dans des besaces au cas où ma traduction nous emmène assez loin. Il était l'heure de partir et nous descendions déjà les marches du château quand un éclair foudroya un arbre dans la forêt. Pourtant, il ne semblait pas y avoir d'orage et l'on ne vit aucun arc électrique de ce type, donc nous avons continué, un peu effrayés tout de même. Ainsi, nous arrivions à la lisière de la forêt. Celle-ci semblait obscure, comme une nuit sans lune, et nous nous engageâmes avec peu d'assurance. Nous entendîmes des bruits dans les feuillages, mais le médecin dit que ce ne devait être qu'un lièvre errant. Après une longue marche, guidée par Agathe, nous nous sommes installés dans une clairière humide afin de déjeuner. Cela fait, nous continuâmes notre chemin, et malgré nos douleurs aux jambes, la marche fut rapide. C'est ainsi que nous arrivâmes vers l'entrée d'une grotte qui ne m'inspirait pas confiance, et notre guide nous informa que la pierre d'Olidex se trouvait au fond de cet obscur antre. Alors, certains eurent peur et souhaitèrent retourner au château, et on leur dit de simplement rester derrière nous, et cela suffit à leur redonner confiance. Nous entrâmes donc à l'intérieur de la caverne, après avoir allumé des flambeaux, tous peu rassurés de ce que l'on allait y trouver. Soudain, à un virage,
Nous vîmes une multitude d'yeux rouges qui se mirent à venir vers nous. Nous nous baissâmes. Les moins courageux s'étaient même couchés au sol pour éviter la nuée de chauves-souris. L'épaisseur ne pouvait être évaluée car, en effet, la pierre était entièrement incrustée dans le mur comme si la grotte avait été formée pour elle. Il y avait bien un texte et celui-ci était écrit en une langue que, de par mon métier, je connaissais très bien, l'égyptien. Les gravures d'or scintillaient à la lumière de nos flambeaux, et l'on avait l'impression d'une écriture de feu. Je commençai à décrypter. Si vous lisez cela, c'est que vous êtes digne de trouver la richesse que nous possédions. Nous voulons que celle-ci soit utilisée pour le bien de tous, et c'est pourquoi ce texte est écrit dans notre langue, si loin de nos terres. Un de nos sages a prédit qu'un de nos descendants, avide de savoir, sera apte, en des temps futurs, à accéder à ce trésor inestimable et que celui-ci l'utilisera correctement. Vers le lac de feu de 15 pas, tu avanceras, puis 24 marches, tu t'enfonceras. Je me mis à réfléchir à la signification de ces phrases. Qu'est-ce que le lac de feu ? Me remémorant la géographie de l'île, je m'exclamai. Mais bien sûr, cela signifie le volcan qui est au centre. Alors, nous sortîmes de la grotte, et nous nous dirigeâmes de 15 pas vers le volcan. Il était bien plus simple de comprendre la seconde partie du trajet. Il devait y avoir un escalier pour descendre les profondeurs de la terre. Cependant, on ne le vit pas. Seulement de l'herbe et des buissons s'étendaient sous nos yeux. Alors nous voulûmes chercher l'escalier. La nuit arriva, et nous campâmes sur place sans nous soucier des bruits de la forêt. N'arrivant pas à dormir, je tournais en rond jusqu'à ce que je trébuche sur une pierre. Mais ce n'était pas une simple pierre. On pouvait voir qu'elle avait été taillée par l'homme, et au petit matin, nous continuâmes les recherches à cet endroit. Il nous suffit de creuser un peu pour comprendre que l'emplacement était bien ici. Déjà, les premières marches étaient visibles, et au nombre que nous étions, 2 jours suffirent pour déboucher entièrement la descente. En bas des marches, une porte était verrouillée, et les hommes décidèrent de la brûler. Cela fut fait, et un brasier dont la fumée recouvrait rapidement toute la clairière fut allumé. Une fois le feu estompé, nous aperçûmes un mur de pierre qui se trouvait derrière la porte. Certains s'écriaient déjà que ce n'était pas possible d'avoir fait tout cela pour ne pas pouvoir entrer, et que quelqu'un était passé avant nous. Puis, miraculeusement, je me rappelai qu'il ne fallait descendre que 24 marches et qu'il y en avait 31 ici. Je regardai donc celle qui était précisée dans le texte, et regardai un petit trou. J'y enfonçai mon index et tirai de toutes mes forces. Ce n'était pas une simple marche, mais bel et bien une trappe assez grande pour qu'un homme s'y engouffrât. Je passai à travers cette ouverture, et ce que je vis m'extasia. Un trésor formidable se déploya devant mes yeux ébahis. Ma quête étant achevée, mon rôle en ce temps n'était plus. Tout se mit à tourner autour de moi. Je vacillais. Je me réveillai, mon chien me léchait tranquillement la joue. Je me trouvais sur l'île, à côté de la carcasse de mon avion. Quelle ne fut pas ma surprise ? Je sentais le sable chaud sous mes mains. Je me relevai avec difficulté, titubant, et je me décidai, après un long moment, d'explorer l'île que je crus avoir vue en rêve. Le plus dur restait à venir. En effet, je dus pour ma peine escalader la haute montagne. Cette montagne me demanda beaucoup plus d'efforts que je ne le pensais. Cherchant un point d'appui par-ci par-là, après avoir réussi l'impossible ascension, je découvris un sinistre paysage. Je vis des ruines. Tout n'était que désolation, comme si un cyclone était passé, entraînant dans sa trajectoire les toitures des maisons et du château. Où était-ce par le temps ? Cet endroit avait plutôt une allure de village fantôme, où on s'attendait à rencontrer un spectre. Les habitations disloquées étaient jonchées de débris et de ronces. Le soleil se reflétait sur le reste de la façade du château, et cette lumière s'immisçait par les ouvertures des ruines. La chaleur se propagea sur ces pierres flamboyantes. L'air devint suffocant, étouffant. Je m'essuyai le front avec la manche de ma chemise poussiéreuse. Je me mis à trembler. Je connaissais cet endroit, j'en étais sûr après l'avoir étudié, imaginé. J'entrai sous le porche, et le vent se mit à souffler sur les ifs. Une horde d'oiseaux s'envola, d'autres se reposèrent, juchés sur la façade éclairée. Je me mis à douter de moi.
Le délabrement de ce paysage me désespéra. Je n'étais plus certain d'avoir vu le trésor de l'île, Agathe, le médecin. Peut-être étais-je en train de rêver. Rien de tout cela n'avait de sens. L'aboiement de Jériki me dérouta encore plus. Je vis encore le paysage dévasté. Non, je n'avais pas rêvé. Je courus, dévalant la montagne, quand je vis un bateau à l'approche de l'île. Fin. Jean-Baptiste Fraisse, Jesse Daniel. Et Nathan Rosa!